que j'ai mis du temps à me dire que j'étais malade. Parce que quand j'ai fait mon rendez-vous, il a posé le diagnostic. Très rapidement, il n'y avait pas d'équivoque. Mais pour moi, j'avais juste une hyperthyroïdie. Ça a duré comme ça pendant des mois. Donc j'ai eu du Néomercazole comme premier traitement. Et au bout d'une semaine, moi j'étais là, c'est bon, nouvelle vie qui s'offre à moi, je vais être guérie, mon Dieu, c'est super. En même temps, ça mettait des mots sur plein de trucs qui me pesaient pendant des années. Et au bout d'une semaine, j'étais au cinéma et il m'appelle, mon endocrino, il était 10h du soir. 10h wow. 10h du soir. Je me suis dit, bon, on est proche, mais peut-être pas à ce point-là, on va se calmer. Et le médecin m'appelle à 10h, tu décroches. Ouais, je sors du film et il me dit, on vient de recevoir vos résultats. Vous faites une agranulocytose, donc qui est la réaction au Néomercazole, celle où tu n'as plus de défense immunitaire. Donc je me suis dit, c'est pas fou ça. Je sors du ciné en plus. On est pas. Le film était en train de commencer quoi. Du coup, je dis bon d'accord, merci. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Il dit bon on se rappelle demain, mais là il va falloir se faire opérer en urgence. Bienvenue dans la saison 2 de Dopamine, le podcast qui invite aussi bien les soignants que les soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste au SMUR et vulgarisateur santé sur les réseaux sociaux sous le nom de Les Minutes de Jérémy. Je suis accompagné de Louis, infirmier en réanimation, qui est également créateur de contenu santé, sur les réseaux sous le nom de Un Homme en Blanc. Et nous tournons cette saison 2 dans le magnifique espace Martine Midi de l'hôpital Avicenne de la PHP qui nous a été gentiment prêté pour l'occasion. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Léa Camilleri, connue sous le nom de Léa Camilleri sur les réseaux sociaux. Créatrice de contenu depuis plus de 10 ans sur YouTube et Instagram, Léa a de nombreuses casquettes, humour avec sa participation au Latte Show, mais également au sketch En Fête avec Vincent Scalera, écologie et défense de la cause animale avec son documentaire Les Chiens de Tchernobyl. Elle raconte aussi plein de petites histoires sur Instagram, lieux insolites, invention de la sextape et autres. Je suis connue pour ça. Il m'a marqué. Mais Camille a aussi un parcours de patiente puisqu'on lui a découvert il y a quelques années la maladie de Basedow, une maladie auto-immune qui entraîne une hyperthyroïdie. Un sujet qu'on aura largement l'occasion d'aborder au travers de cet épisode. Merci Léa d'avoir accepté de participer à notre podcast Dopamine et accessoirement particulièrement ravi que tu sois ici car je te suis depuis tes tout débuts, mais promis, je ne ferai pas le fanboy. Écoute, ce que je te propose pour commencer, pour se mettre un petit peu en train, pour un petit échauffement, on va te poser plusieurs questions. Pour l'instant, il faudra juste te répondre par vrai ou faux, ou éventuellement un choix entre deux mots. Pas de justification, on le fera après. Ok. On va jouer un peu sur les frustrations des fois. D'accord. Allez, c'est parti. Est-ce que tu trouves que le mot influenceuse te définit bien vis-à-vis de tes activités sur les réseaux ? Il faut juste répondre un mot. Non. Non, on en reparlera après. Chien ou chat ? J'ai les deux. C'est horrible. Oui. Non, je peux pas répondre. C'est vrai ? Je jette personne sous le bus. Ok. L'Espagne ou la France ? La France. Est-ce que tu es heureuse ? Oui. Est-ce que tes chiens sont un peu tes enfants ? Oui. Est-ce que la tortue est le plus bel animal du monde ? Oui. Ah, donc là, les chiens et les chats... Tu vois, finalement, c'est réglé. Vous avez réglé le problème. Ok. Est-ce que tu as des regrets quant à ton parcours ? Non. Est-ce que c'est facile d'être une femme sur Internet ? Non. Instagram ou YouTube ? YouTube. Humour ou écologie sur les réseaux ? Les deux. Oh non, vous pouvez pas me faire ça. Ça va finir pour les deux à chaque fois. Est-ce que tu es mieux sans ta thyroïde ? Oui. Est-ce que la planète irait mieux sans les humains ? Et sans ma thyroïde ? Oui. Les deux. Tu vois que les questions, elles partent dans tous les sens. Hein. Est-ce que tu es optimiste dans l'avenir concernant l'écologie ? Pas aujourd'hui. Parce qu'on a des mauvaises nouvelles. Ok. On en parlera après. Oui. C'était bien le concours de Dr Maboul ? Oui. Ok. Je suis un peu jaloux. Oui, moi aussi. Quand j'ai vu ça, question. on n'a pas été... Tu vas voir, en fait, pour choisir les thèmes, on a un système, on fait tourner la roue. C'est toi qui vas, en fait, définir les questions qu'on va te poser par la suite. C'est un geste très technique, tu appuies en plein milieu. Oh, waouh. Alors, attendez. Il y a beaucoup d'échecs. Ok. Ouais. J'ai un peu peur. Et non, c'est réussi du premier coup. Nous sommes sur... l'arbre. Okay. Un arbre. Un arbre. Nous allons pas du tout parler d'écologie. Nickel. Non, l'arbre, c'est la partie plutôt consacrée à ton parcours professionnel. Déjà, avant tout, avant de parler de ta vie d'adulte, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours scolaire ?
Mon parcours scolaire, tu veux que je commence à partir d'où? Du CP. Non, CP, grande section, c'est CP bien. à Toulouse. Ah, Toulouse, tu es toulousaine là-bas? Ouais, je suis toulousaine. Ah oui, exact, oui, j'avais l'info, je l'ai. Oui, très bien. C'est pas grave s'il y a des Toulousains qui nous entendent. Très bien. D'ailleurs, la gagnante du Docteur Maboul était toulousaine. Je le vais le caser là où je pourrais. Eh bah, c'est parfait, au moins c'est fait, la cage est cochée. Oui, j'ai tout fait. J'ai fait toutes mes études à Toulouse. Ma famille est toulousaine. Et j'ai un parcours un peu atypique parce que je suis partie après la 3e, sans avoir le brevet, mesdames et messieurs. Oh. Parce que je crois que dans ma tête, j'étais déjà ailleurs. Je voulais être graphiste et je voulais faire la même école que mon frère. Donc j'ai fait une école de graphisme très vite après la 3e. Et je me suis retrouvée dans la même école que lui. Et ensuite, je me suis retrouvée en alternance et dans le monde du travail extrêmement vite. Ok. Donc j'ai un parcours hyper atypique. C'est pas que j'étais mauvaise en classe, c'est juste que je voulais plus y être. Je voulais plus être à l'école. Mais du coup, t'as pu commencer, tu dis que t'étais dans le monde du travail rapidement, t'as pu commencer à bosser Ouais, en fait, j'ai après la 3e, ils m'ont quand même pris dans l'école de graphisme. C'est une école publique qui s'appelle Jolimont à Toulouse. Et j'étais en alternance dans une agence de communication. Et ensuite, je suis allée dans une maison d'édition et ensuite, j'ai été embauchée. Donc en fait, T'avais même pas 18 ans? Ouais, j'ai eu un BEP que j'ai quand même passé Ok. sans avoir le brevet. Et ensuite, j'ai été embauchée. Ok, donc t'as commencé à travailler à 18 ans, du coup. Ouais, Vraiment, même après la avant, 3e, en fait. si tu comptes l'alternance, j'avais 16 ans, quoi. Ok. Donc du coup, ce qui rejoint la question que je m'étais notée, est-ce que tu as eu, la question est volontairement provocatrice, est-ce que tu as eu un vrai travail avant YouTube? Oui, du coup, oui. Mais, en fait, j'ai jamais eu l'impression d'avoir un vrai travail puisque tout est allé tellement vite. Enfin, si, j'ai toujours l'impression d'avoir bossé, quoi. D'accord. Et ça a duré combien de temps, du coup, ce travail avant YouTube, justement? T'as travaillé dans quelle boîte et combien de temps à peu près? J'ai travaillé à peu près 10 ans et parce que j'ai travaillé entre la France et l'Espagne. Parce qu'on m'a offert un job de directrice artistique en Espagne. Donc en tout, ouais, à peu près 10 ans de graphisme. Moi, je travaille surtout dans l'édition, donc tout ce qui est livres, magazines et compagnie. Ok. Pas très fun, mais hyper formateur. Non, je sais pas pourquoi c'est pas très fun. Bon, oui, Bah, c'est pas très fun de faire de la mise en page, tu vois. Graphiste, on s'imagine enfin, les gens confondent souvent avec l'illustration aussi. Et moi, j'étais dans un côté un peu plus technique, mais ça, j'adorais. Ok. InDesign, tout ça. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, moi, tout ce qui, pour le coup, ouais. Mais quand on maîtrise pas InDesign, c'est terrible de l'extérieur. Comme je te comprends. Et même aujourd'hui, si je devais y retourner, je suis pas Je pense sûre que oui, je pense que ça a bien changé. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à YouTube Eh oui, on se demande, même Ouais, moi. non, mais En fait, c'est assez simple. J'ai juste l'impression que c'est l'extension de mon bras et de mon parcours. C'est que j'ai toujours fait de la vidéo depuis ado. En fait, mes parents m'ont assez rapidement donné des caméras, des webcams. Et depuis le collège, je crois, je filmais déjà des trucs avec mes copines au collège. On faisait des sketchs et on refaisait des sketchs mot pour mot. Les choses que les gens font sur TikTok aujourd'hui, de faire des espèces de playback de chansons ou de sketchs. Et on faisait ça avec mes copines. Et en fait, après, très vite, quand j'ai eu 17 ans, j'ai fait mon premier concours de court-métrage où je tournais avec mes frères. Donc je réalisais, on tournait dedans et mon père nous aidait à monter. Donc c'était vraiment une espèce d'entreprise familiale pour que je puisse réaliser mon rêve de participer à ce concours. Et j'ai perdu, évidemment, parce que c'était pas fou. Il y a plus de perdants que de gagnants. Exactement. Mais au moins, je me suis dit, c'est vraiment là où je m'éclate le plus. Et surtout, ça me permettait de me rapprocher de mes deux frères avec qui j'adore passer du temps. Donc c'était aussi un prétexte pour passer du temps ensemble. Et ensuite, ça m'a donné envie de continuer à faire des vidéos, sauf que j'avais pas YouTube, ça existait pas encore. Enfin, ça existait, mais on postait pas sur YouTube en 2008, tu vois. Oui, c'était juste après, c'était 2010 que ça a commencé. Ça a commencé entre 2010 et 2011. 2008, c'était Vine. Ouais, c'était même et encore, franchement, c'était. Oui, c'est vrai qu'il y avait pas. On postait pas, en fait, on regardait peut-être des trucs sur YouTube, tu vois, d'américains, de trucs qu'on voyait passer, mais on postait pas. Et après, du coup, parce que c'est bien de se passer sur YouTube, mais il faut avoir quelque chose chose à dire, manifestement non. Mais en tout cas, pour être intéressant, il faut avoir quelque chose à dire. Ouais. Et là, c'est pas les sujets qui manquent chez toi. En fait, je pense que j'ai toujours un côté un peu obsessionnel sur plein de sujets. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'en traitant un sujet, je m'en débarrasse. En fait, en le tournant, et je pense que ça me fait ça depuis petite. Dès que j'ai une idée en tête, si je la fais pas, j'ai l'impression qu'elle restera là pour toujours, quoi. C'est marrant, ça. Donc c'est une manière d'extérioriser tes idées, en fait, de mettre pas sur le papier du coup, mais sur la pellicule. De me dire voilà, c'est bon, c'est fait, j'ai traité le truc, ou une blague qui me fait rire, c'est bon, elle est tournée, elle est partie,
Et du coup, t'as créé ta chaîne qui s'appelle Léa Camille Yuri. Oui. C'était quoi la démarche quand tu l'as créée du coup? C'était justement de poster des trucs que t'avais de côté ou c'était quoi déjà ta première vidéo sur YouTube? Et vous allez rire. Là, on rejoint le docteur Maboul. Ma première vidéo, ça s'appelait les jeux de société, parce qu'à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, en 2012, il fallait avoir des sujets un peu universels, genre les papas, les mamans. Oui. C'était l'époque de Cyprien Norman. Exactement. C'était l'époque des podcasts. Et en fait, moi, toutes mes vidéos que j'avais déjà faites, je me sentais pas du tout de les poster sur YouTube. C'était impostable. C'était vraiment des blagues avec mes amis, quoi. Oui. Et mon court-métrage, je me voyais mal le poster sur Internet, enfin, le poster sur YouTube. Il était en ligne, mais il était caché, quoi. Et je me suis dit, si je commence ma chaîne, il faut créer un contenu qui est adapté et qui a été créé de toutes pièces pour la chaîne. Donc, c'est ce que j'ai fait en faisant une toute première vidéo avec ce format podcast qui était à l'époque, en 2011, 2012, hyper à la mode, quoi. Parce que t'étais dans ta chambre et t'avais pas besoin de gros moyens, tu faisais tout. En fait, t'étais MacGyver. Tu jouais, tu réalisais, tu montais. C'était trop bien. Ouais, t'as fait partie des premières au final. Et alors, premier sur YouTube, mais surtout première sur YouTube, je pense, parce que... On était 3. Il y avait Natou, qui était déjà bien installé. Il y avait quand même Enjoy Phoenix à l'époque. Ah oui. Mais qui faisait de la beauté. Et avant moi aussi, il y avait une fille qui a arrêté, que j'adorais, qui s'appelait Loka, L-O-K-A. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui faisait de l'humour. Ok. Et donc, je pense que je suis arrivée, on était 4, quoi. D'accord. Oui, et après, il y a eu tout ce qui était... du coup, on va reparler du latte chaud aussi un petit peu. Il y a eu... comment elle s'appelait mince, j'ai perdu son nom. Allez, je me suis perdu là. Tout le côté avec... il s'appelait Jérémy, etc. Il y avait dedans une fille... Enfin après oui bon il y a eu d'autres filles sur YouTube mais ça arrivait un peu plus. Juliette Tressani, Natou, Marjorie Lenohan, Audrey Pirot et moi. C'est ça oui voilà Audrey qu'on a vu beaucoup après. Mais souvent avec des collectifs oui. Moins parce qu'elle était comédienne à part entière donc du coup c'était toujours bien pour les collectifs de faire appel à des vrais comédiens parce que la plupart du temps pour avoir fait partie d'un collectif t'as aucune formation en fait. Toi t'écris des trucs et t'as envie d'avoir des vrais comédiens pour les jouer. Parce que tu as la différence. Là, aujourd'hui, toi, c'est ta chaîne. C'est toi sur ta chaîne. Ouais. Je dis pas que t'as pas d'aide ou comme ça, bien évidemment. Mais c'est pas la même chose. T'es plus t'es plus. Vraiment, ta chaîne, c'est toi. Et c'est quoi la différence entre vivre, notamment en tant que femme sur YouTube, dans un collectif versus toi-même, en fait? C'est difficile parce qu'en fait, moi, j'ai toujours cru que j'avais commencé YouTube pour écrire pour les autres. J'ai toujours cru que tout ce que j'avais fait, c'était des petites pierres qui m'emmenaient à travailler pour les autres. J'ai jamais vu sur du long terme que ma chaîne pouvait m'appartenir. J'ai juste vu ça comme un tremplin. À tort, parce qu'en fait, à l'époque, juste, on savait pas qu'on pouvait en vivre. Donc, du coup, on n'avait aucune pression. On se disait juste que ça allait être une espèce de vitrine et qu'on allait pouvoir ouvrir des portes qui nous étaient jusque-là fermées, comme la télé, comme la radio, comme... moi, je voulais écrire, par exemple, pour de la fiction, pour d'autres. Donc, du coup, je me suis dit, je fais mes trucs, je les mets en scène et tout. Et je vais taper aux portes de collectifs. Avant ça, j'étais chez Golden Moustache, chez M6. Donc, j'ai appris à écrire. J'étais confrontée à d'autres auteurs qui étaient hyper talentueux. Donc, confronter son travail, c'était difficile. Je pensais justement à Adrien Méniel, par exemple. Il y avait Adrien Méniel, il y avait Flaubert, il y avait aussi plein de gens. En fait, tu te revoyais plus dans ces profils-là qui écrivent parce qu'eux, ils sont vraiment plutôt dans l'ombre, on va dire, parce qu'ils ils incarnent pas leur propre personnage. Ils écrivent énormément. J'étais fascinée, par leur façon de travailler. Et puis je me disais, il y a pas beaucoup de filles qui osent écrire, à qui on donne peut-être l'opportunité. Et Golden Moustache, il y avait pas beaucoup de filles, mais ils en ont laissé. Ils en ont laissé rentrer quelques-unes. Non, mais peut-être qu'il y a moins de filles qui osaient postuler. Et elles étaient plus appelées pour jouer. Je pense qu'on n'osait pas se proposer en écriture et ça a mis du temps avant d'être un peu plus démocratisé, mais parce que ça fait peur aussi. Moi, en tout cas, j'avais très peur. Et ensuite, grâce à Golden Moustache, j'ai pu passer côté, toujours chez M6, chez Cabot, qui produit Scène de ménage. Et donc là, j'ai pu écrire pour un pilote pour la télé. En fait, j'ai quand même pu faire un parcours où je me suis dit c'est trop bien d'écrire pour les autres et tout, et après tout le monde me disait mais ta chaîne ça te manque pas, et je disais si un peu. En fait j'avais perdu l'essence même de pourquoi j'avais commencé mon métier. Donc c'est pour ça que t'as disparu, parce que j'avais c'est pour ça que j'ai disparu. C'est pour ça que t'as disparu, tu vois ça je ne savais pas du tout. Du coup je bossais pour les autres.
Ok. Ah oui, donc vraiment, le moment, c'est pas juste que t'avais abandonné, c'est juste que t'étais dans l'ombre et que t'étais justement comme Adrien Méniel, etc., qui continuait d'écrire. Exactement, j'ai jamais arrêté de travailler. Après, il y a eu le Latte Show et pareil, j'écrivais et on postait plus sur la chaîne que ce que je postais sur la chaîne du Latte Show que ce que je postais sur ma propre chaîne. Et en même temps que j'ai commencé le Latte Show, j'ai repris ma chaîne en me disant, mais c'est trop bien en fait le fait d'avoir cette vivacité de faire des vidéos à plusieurs, ça donne envie d'en faire à côté pour soi. Donc ça m'a redonné l'envie. En fait, je pense que j'avais peur de retourner faire des vidéos, en fait. Oui, tout simplement. Dès que t'arrêtes, c'est hyper difficile de repartir. Parce qu'il y a eu le Latte Show, mais il y a eu beaucoup. Alors moi, ce que je te disais au téléphone, moi je t'ai connu avec les sketchs de Vincent. De Vincent Scalera. Scalera, oui, je retiens. J'avoue, j'ai du mal avec les noms de famille. T'as dit quoi? Ouais, c'est quoi? C'est en fait, hein, c'est ça? Ça s'appelait En fait, ouais. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui t'ont connu. Il y aura un extrait à ce moment-là, qui t'ont connu avec ça, parce que là, encore une fois, c'était pas sur ta chaîne, mais t'étais un personnage incarné qui était, t'étais le binôme, en fait. Ouais, j'étais son couple. C'est marrant parce qu'on tournait le Latte Show, on avait des studios et c'était Webedia, le Latte Show. Donc il y avait, c'était les mêmes studios que Cyprien, Norman, etc. Donc nous, on avait nos studios avec notre décor. Et Vincent, qui était aussi produit par Webedia, avait écrit son pilote de En fait, et il cherchait une comédienne pour l'incarner. Et un jour, il m'a fait venir à un rendez-vous, genre dans son bureau, presque, en me disant ouais, je veux faire ça, est-ce que tu veux le faire? Et je me dis, mais c'est trop bizarre comme casting. Moi, je me suis dit, C'était préparé. Peut-être il veut que, je sais pas, je l'aide à écrire, j'en sais rien. C'est un très bon auteur, Vincent. Oui. Et il m'a dit, non, si tu veux le rôle, il est à toi. Donc, d'accord. J'ai dit, d'accord, mais je suis allée, mais vraiment en me disant, mais est-ce que je corresponds vraiment à... Parce que on m'appelait rarement pour des... On reparlera du syndrome de l'imposteur. Non, mais voilà, moi je pensais pas qu'on m'appellerait en tant que moi, juste pour moi, en me détachant du reste du groupe. Donc non, après c'est une très belle histoire, j'adore Vincent, on se voit toujours et on fait toujours des choses ensemble et ça, c'est un moment de ma vie qui était... il m'a mis là où je serais jamais allée toute seule. D'accord, parce que est-ce que la question que je voulais poser un peu plus tôt, c'était à quel moment t'as percé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait percer en particulier, un format ou une vidéo qui a explosé? Comment t'es arrivé t'as quoi, 400 000 sur YouTube? Non, plus 500, ouais, presque 500 000, mais forcément j'en perds un peu parce que je ne poste plus dernièrement, mais on va y revenir parce que justement... C'est quand même, j'ai dit YouTube ou Instagram ou YouTube, j'ai dit YouTube, donc je vais vous expliquer pourquoi. Oui, j'avais regardé ta FAQ, t'étais déjà YouTube beaucoup, ouais. Mais je pense que j'avais une petite communauté quand j'avais commencé en 2012, et ensuite ça s'est vraiment accru avec le Latte Show. C'est le Latte Show du coup qui t'a fait. Ouais, en fait, en combinant en se mettant dans les vidéos des unes des autres, en faisant des trucs un peu... Les gens adorent les duos, les gens adorent les trios, et c'est vrai que en me sortant de ma propre chaîne, j'ai réussi à séduire des gens qui me connaissaient pas et qui avaient peut-être envie de voir ce que je faisais comme travail à côté. Donc voilà, je pense que c'est venu un peu comme ça grâce au collectif aussi. D'accord, ok. Et du coup, c'est quoi l'avenir? Raconte-nous un peu ce que tu disais. Finalement, tu reviens à YouTube. C'est quoi l'avenir de la chaîne? En fait, je pense que en 2012, donc en 13 ans, je pense que vous l'avez vécu aussi, les réseaux sociaux ont tellement évolué. On sait plus trop. Déjà, prendre le train de TikTok, ça m'a pris un temps fou, mais j'adore. Mais c'est juste que il faut vraiment être curieux et pas se laisser dépasser parce que il y a toujours une valeur ajoutée à chaque plateforme. Il y a un message à délivrer d'une certaine façon sur chaque plateforme. Et en fait, c'est juste que sur YouTube, moi, je n'avais plus trop envie là tout de suite de refaire ce que j'avais déjà fait. J'avais fait de la fiction, j'avais fait des sujets autour de l'écologie, j'avais fait de l'humour. En fait, je me retrouvais plus, j'avais envie de formats courts, donc je me suis mis à faire des formats courts éducatifs ou en tout cas un peu pédagogiques sur Instagram, TikTok, etc. Et là, j'ai très envie, et c'est déjà le cas, d'écrire de la fiction. Et donc là, je reviens normalement en début d'année prochaine avec plein de fiction. En fait, le but, c'était de faire une demande au CNC. J'ai écrit des textes, j'ai fait un dossier en disant, voilà, j'ai envie d'écrire sur tel sujet et j'aurais besoin d'aide parce qu'aujourd'hui, pour faire de la fiction, il faut un peu d'argent. Avant, on faisait ça avec du scotch et un tournevis dans sa chambre. Aujourd'hui, c'est pour les
parfois pour les idées et l'ambition qu'on a, il faut un tout petit peu de moyens. Donc là, je me suis dit, ok, syndrome de l'imposteur à part, il faut aller demander des financements et voilà. Donc ça, je l'ai fait et j'attends les résultats. T'as vu les résultats? Pas encore. Donc peut-être quand sortira cet épisode, il y aura eu les résultats et on pourra les mettre le lien vers les fictions. Je vous tiendrai au courant. Ouais, très bien. Et j'avais une autre... Oui, je voulais te parler du documentaire, bien évidemment, sur les chiens de Tchernobyl. Est-ce que tu considères que c'est ta meilleure vidéo ou ton meilleur projet? Est-ce que t'en parles souvent? C'est ton docu signé qui est sur un sujet hyper important. Oui, c'est ton bébé. En plus, il y a des chiens dedans. Même si je préfère les tortues, visiblement. Oui, visiblement, oui. Que ça représente quoi pour toi, ce documentaire? Comment ça a été réalisé? Pourquoi? Comment? Voilà, tu te débrouilles avec toutes ces questions. Je pense que, encore une fois, ça fait partie encore de ce truc de syndrome de l'imposteur. C'est que ça me semblait tellement inaccessible de réaliser un documentaire, surtout pour des gens qui viennent moi, j'ai fait aucune formation ni de journalisme, ni de cinéma, ni de reportage ou quoi que ce soit. Donc, il y avait ce truc de je ne ferai jamais de documentaire. Dans ma tête, c'était acté, alors que j'adore ça, j'en consomme énormément. Donc, je devais aller faire un reportage photo sur l'association qui s'occupe des chiens de Tchernobyl, et j'ai été en couple pendant plusieurs années avec quelqu'un aussi avec qui je travaillais. Donc on avait souvent des projets de professionnels ensemble, et quand je devais aller faire ce reportage photo, il m'a dit, tu sais, le sujet est tellement chouette, et si tu sens qu'on peut arriver à le raconter, moi je veux bien t'aider, je veux bien filmer, on va sur place et on verra bien les images qu'on ramène. Et j'ai adoré ça chez lui parce que moi j'aurais jamais fait ça. J'ai toujours eu la chance d'avoir des gens qui m'ont sorti de ma zone de confort, qui m'ont un peu pris par la ceinture et qui ont dit bon bah là on va te mettre là et tu vas voir, tu sais raconter des histoires. Et donc on y est allé, on a fait des photos, etc. Mais on a surtout beaucoup filmé, on a surtout aussi pris le temps de poser toutes les questions qu'on voulait poser à l'association et puis aux gens autour de nous. Et on est revenu avec des images qui ont permis de faire un documentaire. Les images sont dingues. Moi, je me souviens de la claque. Quand il est sorti, vous êtes mignons parce que vraiment il a plein de défauts ce documentaire, parce que c'est le premier, parce que encore une fois on n'a aucune prétention de vouloir faire le meilleur documentaire du tout. Juste c'était raconter l'histoire et donner un peu de lumière à un sujet qu'on avait un peu oublié. Donc il n'avait pas de prétention, il a été autofinancé, il n'y a pas de marque derrière. On avait fait des avant-premières où certaines marques nous ont aidés pour que les gens puissent venir gratuitement aux projections, mais sinon on était trop contents juste d'avoir rendu hommage à ces gens-là, en fait. Tu vois, ça me permet, parce que tu t'en as pas forcément parlé du fait que t'as écrit pendant des années et que t'aimais écrire tout simplement aussi, t'en as parlé à demi-mot, mais justement dans le documentaire, on me dit, je regarde les experts du documentaire à ma gauche, mais dans ce qui fait un bon documentaire, il y a les images, mais surtout la narration. Et je pense que c'est ça qui est marquant dans ce documentaire-là, c'est qu'il y a une superbe narration, donc c'est chouette. T'aurais envie d'en faire d'autres, des documentaires comme ça? Alors j'en ai fait un mini en septembre sur la fast fashion qui est très différent, où je raconte un peu l'histoire depuis la préhistoire jusqu'à maintenant de l'histoire de la fast fashion et de la surconsommation. Et c'est un autre format, plus pédagogique, c'est plus un support pédagogique pour les écoles, les collèges, les lycées, etc. Où c'était avant que la loi passe sur la fast fashion. Donc j'avais envie, et là j'étais toute seule, donc j'avais envie de faire un truc un peu plus fun. J'aimerais beaucoup refaire un documentaire, mais j'ai l'impression que là c'était un peu, toutes les planètes se sont alignées à un moment donné de ma vie, et c'est pour ça que je l'aime autant. C'est que le problème, elle reste toujours le même, et tant que le sujet sera toujours d'actualité, finalement le documentaire restera d'actualité. Donc peut-être qu'un jour je ferai un suivi, peut-être que on en reparlera, je sais pas, en tout cas je laisse le temps venir, mais les documentaires c'est à faire, c'est tellement chouette. Et sur les tortues? J'avais pitché un documentaire à une société de production il y a quelques années. Et ça s'était pas fait parce que ça manquait un peu j'avais trouvé des petits retraités au Mexique qui étaient des anciens braconniers et qui étaient passés de l'autre côté de la barrière et qui aujourd'hui sauvaient les tortues. Et c'était trop bien et tout, mais il y avait moi je le voyais vraiment hyper pareil, storytelling et tout. Et la société de production me disait c'est peut-être un peu léger. Moi je le voyais déjà génial avec les petits papis sur des quads et tout, mais peut-être que c'est plus une vidéo. En fait, tout ce
qui ne pourrait peut-être pas être un documentaire à proprement parler, télévisuellement parlant, ça peut être une vidéo YouTube. En fait, aujourd'hui, on a la capacité de faire un peu ce qu'on veut. Hein. Oui, puis en fait, souvent, tu te rends compte qu'il y a des docus qui sont d'abord portés sur YouTube et qui, après, par les annonceurs, une fois qu'ils marchent bien sur YouTube, peuvent être propulsés à la télé, quoi. Mais... Comme Inoxtag, tu veux dire? Non, alors, on va dire que c'est une anomalie. Je ne critique pas du tout le documentaire, mais il est incroyable. C'est une anomalie dans le. C'est un glitch. C'est incroyable. C'est un glitch plutôt qu'anomalie parce que c'est un petit peu. Parce que j'ai vu qu'il était sur Disney+, je me suis dit mais c'est génial. Ouais, c'est génial qu'on ait réussi à casser les murs entre Internet et la télé. Vraiment. Moi j'avais une dernière question juste sur on a le fait d'être une des premières femmes sur YouTube. T'as vu l'évolution avec en 10 ans, plus de 10 ans du coup. Est-ce que t'as vu une évolution et est-ce que ça a été dur aussi de t'imposer en tant que femme et qui ne fait aussi un détail mais qui ne fait pas de la beauté? Oui. Non mais sans critiquer les personnes qui en font, c'est pas du tout le but, c'est juste que du coup t'étais sur un plan différent, engagé, avec de l'humour aussi, etc. Je pense que la plupart des femmes peut-être osaient pas aller ailleurs que dans la beauté parce que c'était peut-être la zone de confort où tu pouvais créer une communauté de femmes et au moins où tu savais que t'étais un peu safe. Quand tu faisais de l'humour, du coup t'étais exposé autant aux femmes qu'aux hommes et forcément de base le biais c'était qu'une femme était moins drôle qu'un homme de toute façon, donc je partais avec ce postulat là en tête en me disant bon je sais que ça plaira pas à tout le monde et souvent en fait les retours négatifs c'était pas tant l'humour ou encore que c'était les femmes c'est pas drôle mais c'était plutôt sur le physique, donc en fait finalement je le prenais pas tant sur mon écriture ou c'était un peu décorrélé de ce que je racontais donc au bout d'un moment je me suis dit mais en fait ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec mon travail, c'est juste à voir avec mon physique ou des gens qui me trouvaient moche ou qui me trouvaient trop grosse. En fait c'était tout très ils avaient un avis, tout le monde avait un avis sur tout, surtout les hommes. Et oui, mais parce que je pense que c'est un conditionnement aussi. Hein. J'excuse rien, mais on sait comment ça marche aujourd'hui. Donc le but c'était de s'en détacher le plus vite possible et de continuer à poster ce que j'avais envie de poster sans trop me poser la question. Mais oui, c'est un peu dur. C'est dur d'être une femme sur Internet. C'est dur d'être un humain aujourd'hui sur Internet tout court parce que c'est d'une violence sans nom si on n'est pas bien préparé. Mais par contre, il y a aussi le revers positif, c'est que si on arrive à créer une communauté assez bienveillante, avec qui on partage des choses et des choses qui ont du sens, je trouve que parfois on trouve son public. Moi j'ai l'impression d'avoir trouvé mon public, j'ai l'impression qu'on a créé un truc tous ensemble où on peut discuter de plein de trucs, on n'a pas toujours les mêmes avis et je suis d'accord pour avoir des gens qui sont pas d'accord avec moi. Ouais. Et il y en a qui sont pas prêts peut-être à ça aussi. Après, c'est une chose, tu dis effectivement, tu as la communauté qui te permet d'être un soutien, c'est une béquille, ça je comprends complètement. Le fait de pas être d'accord avec toi, c'est une chose, et on sait que sur Internet, et qui plus est, pour les femmes, je pense que vous ramassez beaucoup plus de torrents. Oui, je pense qu'il y a les humains, mais les femmes, nous. Et tu dis que tu t'en es détaché. Très bien. Comment on fait en fait? Parce qu'il y a un moment, surtout quand c'est à répétition. On s'en détache pas vraiment à 100%, jamais. Mais je pense qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place. Moi, je sais que j'utilise beaucoup l'humour comme arme pour faire dégonfler le truc en fait. Quand je suis visée par des trucs qui ont aucun sens, parce que là récemment j'ai fait des vidéos sur la politique entre Trump et Elon Musk, etc. C'était que des hommes qui venaient me voir en les défendant. Et au bout d'un moment c'est absurde, ça n'a aucun sens. Il y avait même pas de, c'était des tonnes et des tonnes de messages d'hommes qui voulaient juste me convaincre que j'avais tort. Et donc du coup là il faut utiliser l'humour pour couper l'herbe sous le pied de ces gens-là et se dire mais en fait je fais ce que je veux, et l'humour ça coupe toujours un peu tout. Ouais, c'est en fait, ça. d'avoir du second degré et d'avoir un recul sur soi-même, ça permet de mieux le vivre, je trouve, en tout cas pour moi. Mais ça demande du recul et de l'expérience et de la maturité aussi, je pense. Ça vient avec le temps, voilà. et puis il faut être bien entouré aussi. Moi, je sais que si jamais il m'arrive vraiment un mauvais commentaire ou des trucs comme ça, j'ai des gens avec qui le partager, avec qui relativiser, prendre du recul, en rire. Ça, c'est précieux. Et je pense que tu as une communauté qui te défend aussi pour avoir vu des fois quelques
Ouais, Il y a j'évite de trop le faire, mais des fois c'est énorme. Enfin vraiment, un jour j'avais fait, je sais pas si tu te souviens de ça, c'est mon pire commentaire qu'on m'ait jamais écrit. J'avais fait une interview sur Topito pour une émission autour de l'environnement. Donc j'étais avec Baptiste Lorbert et on avait fait une interview et ils avaient posté l'interview sur Facebook, je crois. Et il y a un homme, à l'époque je sortais de mon opération de la thyroïde, j'avais pris 22 kilos. Mais bon, j'étais en bonne santé, je me sentais bien, je recommençais à travailler. Et il avait dit, mademoiselle, pour parler d'environnement, il va falloir commencer par moins manger. Et là, je me suis dit, c'est d'une violence. Ah, bah, et là, je crois que c'est la seule fois où je l'ai mis sur mon Instagram et j'ai dit, voilà, là, ça suffit. C'était quelqu'un qui avait l'âge d'avoir c'était quelqu'un qui avait l'âge de mon père. Qui avait certainement des enfants qui a eu certainement des filles, et je me suis dit non, là c'est trop en fait, c'est même pas quelqu'un de ma génération, et ça m'a énervée encore plus parce que c'était un père en fait. Ouais. Et là j'ai un peu dit à ma communauté, vous voyez là on touche quand même à quelque chose de tellement absurde, parce que ça m'a pas fait mal en tant que moi, ça m'a fait mal pour tous ces gens en fait qui doivent se justifier et qu'on doive déconstruire encore une fois que le poids n'est pas lié à l'alimentation. Enfin, il y avait plein de trucs où j'étais très énervée. Et puis ça mettait l'environnement, ça me saoulait. Déjà, on était là pour un truc qui était hyper cool. Oui, parler d'environnement, c'était un live de 12 heures sur l'environnement. Enfin, on allait être claqués. On était content de faire ce truc-là. Bah non, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait un truc à dire qui n'a rien à voir avec la choucroute. Ouais, je comprends que ça énerve aussi. Donc non, il faut prendre un peu de recul et puis en fait, il faut continuer. Oui, surtout pas s'arrêter. Surtout pas donner trop d'attention. Faut que ce soit un moteur aussi pour se dire ok, allez. On retourne la roue. Et on va tomber sur la montagne. Quoi ? Ah, tu fais tomber ça. Ah, c'est truqué. En fait, il aimerait bien tomber sur la montagne. Si vous m'entendez, je vous donne les coulisses. Non, c'est pas truqué, c'est faux. La vache, je vous l'avais dit. C'est pas truqué. C'est juste que ça fait ça tout le temps ? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment du hasard. C'est juste que nous, on avait très envie de tomber sur la montagne. Et on va parler alpinisme. Voilà, allez. Exactement. Quelle était ton expérience quand tu as gravi l'Everest ? Ah non, c'était trompé d'invité. On parlait d'Inoxtag tout à l'heure. Tu trouvais que c'était un peu petit joueur. Tu veux faire mieux, c'est ça ? Moi, je vais faire. J'ai pas de. Les Buttes-Chaumont à Paris. Ok, c'est une ascension. En fait, la montagne n'a pas tellement de rapport là. Le logo n'a pas tellement de rapport avec ce dont on voudrait parler. Nous, ce qu'on voudrait voir un petit peu avec toi, c'est que t'en parlais toi-même. Donc effectivement, des problèmes de la thyroïde et notamment avec la maladie de Basedow. Alors tout à l'heure, on rigolait Basedow. Je crois qu'on peut dire comme on veut. Hein. Ouais, moi je vais rester très anglophone. Je fais-le à l'américaine. Mais oui, t'as raison. Toi, t'es le mec qui dit ringer. Non. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots en fait, c'est quoi cette maladie, la prise en charge ? J'espère que ça va être clair parce que, étant tombée dedans un peu par hasard, j'ai eu tout le champ lexical en même temps. Alors, si jamais j'explique mal, il faut pas hésiter à me reprendre. Avec tes mots. Avec mes mots. Alors, je pense que pendant plusieurs années, je travaillais beaucoup, je faisais des vidéos sur YouTube, je me déplaçais beaucoup aussi pour parler de certaines associations, donc j'étais un peu tout le temps en déplacement et j'étais tout le temps fatiguée. Et ça, je me suis dit, purée, c'est trop bizarre, alors que je suis hyper active, j'ai envie de faire plein de trucs. La motivation était là, mais mon corps suivait pas. Ou alors, si j'étais pas fatiguée, j'étais tout le temps, j'arrivais pas à dormir, j'étais tendue, mais dans le bon sens, parce que j'étais excitée de plein de trucs, mais je sentais que mes pics d'excitation étaient très hauts et mes downs étaient très bas. Donc dès que je m'arrêtais, dès que j'avais 2 jours de repos par exemple, j'étais triste, en fait j'étais désemparée. Et je me disais, bah c'est bizarre, je dois psychologiquement peut-être que j'ai pas les mêmes outils que tout le monde, je gère moins bien mes émotions, peut-être que... Donc j'ai toujours un peu navigué avec ça dans ma vie d'adulte en me disant, bon bah ma boîte à outils émotionnelle et psychologique est peut-être un peu mal, j'ai pris un peu n'importe quoi chez Casto et j'ai un peu mis n'importe quoi. Un jour, il faudra que je m'en occupe. Je me suis un peu dit ça. Mais j'étais heureuse et je faisais ce que j'aimais. Donc finalement, j'ai un peu mis sous le tapis aussi plein de symptômes qui aurait peut-être dû me mettre la puce à l'oreille. Et après, pendant le confinement, j'ai commencé à avoir de plus en plus de symptômes alors que j'étais à l'arrêt. Donc cette fois-ci, j'avais plus de voyage, etc. Et j'ai commencé à moins bien voir dans un premier temps. Donc la vue qui avait baissé. Donc bon, petit truc petit rendez-vous chez l'ophtalmo, tout ça.
Et toujours la fatigue, toujours les pics de haut et de bas. Et surtout, j'ai commencé à trembler. Et je me suis dit, ça fait beaucoup là. Ça commence à faire beaucoup. Et je me suis dit, on verra. Et j'ai un peu mis ça sous le tapis jusqu'au jour où, en écrivant des textos, je me rendais compte que c'était chiant. On en était là, ouais. C'était juste dans certaines positions, tu vois, si t'avais ton téléphone sur ta jambe, ou je sais pas, il y avait ça, où vraiment j'avais la jambe qui tremblait et les bras qui tremblaient. Moi, je me disais, ok. Et j'ai la chance d'avoir un entourage où il y a des médecins et des infirmiers dans mes amis. Et un jour, je prends une infirmière que je connais, qui est une amie à moi, et je lui dis « au fait, je tremble beaucoup en ce moment. » Elle m'a dit « Oula, attends. » C'est ça comme ça. on va regarder. Et puis elle me connaissait déjà bien, donc elle connaissait aussi, je pense, un peu mon caractère, des fois les hauts, les bas, tout ça. Et donc elle m'a dit « Tu sais, je pense que là, on faudrait faire une petite prise de sang. » Et j'ai la chance, son mari est médecin, et j'ai eu très très vite, en fait, toutes les planètes se sont alignées pour que j'ai très vite des examens, et etc. Donc j'ai pris le problème à bras le corps très vite, dès qu'on m'a dit, tu sais, il faudrait faire une prise de sang. Et voilà, le verdict est tombé assez vite. En fait, au début, il y avait juste un signe d'hyperthyroïdie. Donc j'ai vu pour la première fois un endocrinologue. Je sais toujours pas le dire, alors que c'est parce que j'ai pas envie d'y retourner. Un endocrino, et j'ai découvert tout un monde que je connaissais pas, avec le monde des hormones. Moi, je m'étais jamais posé la question. Comment ça marche? Comment ça marche? Et moi, je me suis dit, c'est bon, ça roule, en fait. J'ai jamais eu de problème. Dans ma famille, il y a pas vraiment ouais, je sais pas. Bon, bref. Et il m'a dit, en fait, je pense que j'ai mis du temps à me dire que j'étais malade. Parce que quand j'ai fait mon rendez-vous, il a posé le diagnostic. Très rapidement, il n'y avait pas d'équivoque. Mais pour moi, j'avais juste une hyperthyroïdie. Ça a duré comme ça pendant des mois. Okay. En fait, je m'étais dit que ça va être réglable et ce serait bientôt fini. Donc, j'ai eu du néomercazole comme premier traitement. Et au bout d'une semaine, donc moi, j'étais là, c'est bon, nouvelle vie qui s'offre à moi. Je vais être guérie. Mon Dieu, c'est super. En même temps, ça mettait des mots sur plein de trucs qui me pesaient pendant des années. Et au bout d'une semaine, j'étais au cinéma et il m'appelle, mon endocrino, il était 10h du soir. 10h wow. 10h du soir. Je me suis dit, bon, on est proche, mais peut-être pas à ce point-là, on va se calmer. Le médecin appelle à 10h, tu décroches. Ouais, en plus, fun fact, maintenant il est à la retraite, donc on peut le dire, il s'appelait Dr Kono. Du coup, ça me faisait toujours rire d'avoir choisi ce nom-là. Ouais, il était super, il est hyper compétent, mais bon, le nom m'a toujours fait rire. Bon, bref, Dr Kono m'appelle à 10h. Et là, je sors du film et il me dit, on vient de recevoir vos résultats. En fait, vous faites une agranulocytose, donc qui est la réaction au néomercazole, celle où tu n'as plus de défense immunitaire. Donc je me suis dit, c'est pas fou ça. Je sors du ciné en plus. On n'est pas. Le film était en train de commencer, quoi. Du coup, je dis, d'accord, merci. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il dit, on se rappelle demain, mais là, il va falloir se faire opérer en urgence. Donc je rentre regarder le film et je me dis ok, j'étais avec mon copain à l'époque et il était là, tu veux sortir, tu veux faire quoi? Non, on regarde le film et puis on prendra une décision plus tard. Et ouais, je suis rentrée chez moi, j'ai eu le temps de cogiter un peu pendant le film. Et ouais, je me suis dit, si c'est la seule... En fait, ce qui aurait été le plus dur, c'est de pas avoir de solution. Si c'était la solution qui s'offrait à moi, go, en fait, j'étais presque heureuse d'avoir cette option-là, en fait. Donc après, j'ai eu un rendez-vous très très vite. Je me suis fait opérer extrêmement vite. En vrai, alors que c'était en période de Covid, c'était horrible. T'as réussi à passer un peu en urgence Là, j'avais plus trop le choix. Vraiment, j'avais plus de défense immunitaire. Il m'a dit, là, si vous chopez un rhume ou même le Covid, en fait. Et moi, j'étais vraiment inconsciente. Moi, j'étais là, Déjà, le fait d'être resté dans une salle de cinéma avec plein de personnes à toi. Non, mais maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Et du coup, la maladie en elle-même, toi, si quelqu'un te demande justement, mais c'est quoi concrètement la maladie? Oui, parce que là, j'ai digressé. Non, pas du tout, parce que c'était bien, ça allait venir. C'était, on est là pour le dire. C'est tes défenses immunitaires qui attaquent la thyroïde. Voilà. Est-ce que je l'ai bien raconté? Allez, c'est bon, fin du podcast. Alors, du coup, nous, ça nous parle. Maintenant, si je demande à mon frangin de 10 ans,
Qu'est-ce que t'as compris? Ce que je dis aux plus jeunes, c'est souvent que c'est une espèce de petite guerre des étoiles intérieures. C'est vraiment un petit Star Wars où tu luttes un peu contre ton propre camp. En fait, c'est que tu tires sur la mauvaise personne. C'est que mes défenses immunitaires tiraient sur mon vaisseau spatial, alors que c'est le nôtre, c'est notre flotte. Et en fait, on s'auto fait du mal. Et donc c'est un peu une maladie particulière parce que c'est pas comme un virus ou un truc extérieur qui viendrait t'attaquer. C'est pas les méchants contre les gentils, là c'est vraiment toi-même contre toi-même. Donc c'est un peu difficile parfois à remettre en place dans sa tête. Et on se demande pourquoi aussi. On se demande pourquoi mon corps me fait ça. Souvent ça passe par là. Mais voilà. Si ça peut vulgariser Et qu'est-ce qui se passe, Jérémy, en cas d'hyperthyroïdie? Tu me l'as fait sur l'épisode d'avant. Oui, parce que du coup, ça attaque parce que ça rentre dans la catégorie des maladies auto-immunes. Donc, comme tu dis, la guerre intérieure. Donc là, j'ai retrouvé la Léa script. Voilà, c'était ça qu'on voulait. Tu veux l'image? Cette explication du Star Wars. Mais du coup, donc il y en a plein de maladies auto-immunes. Le diabète de type 1, c'est aussi ça. La sclérose en plaques, c'est aussi ça. Donc, c'est un dérèglement du système auto-immun. Et là, en l'occurrence, ça cible un organe en particulier, la thyroïde, qui sécrète les hormones thyroïdiennes. Du coup, il n'y a pas trop de spoil là-dessus. Et les hormones thyroïdiennes, ça va gérer plein de choses, dont justement la fréquence cardiaque. Ça t'en a pas parlé, t'avais pas l'impression d'être spécialement... oui, pardon. Non, mais j'oublie avec le temps. En fait, ça va permettre vraiment de faire fluctuer le système en accentuant ou non, et ça peut entraîner une hyperthyroïdie, peut entraîner une chute des cheveux aussi, des ongles qui cassent, des ongles, des yeux un peu plus exorbités. Moi j'ai pas eu les yeux. Franchement, je touche encore du... Non, je peux plus, de toute façon, je pourrais plus l'avoir. Mais non, les yeux, j'ai pas eu. Mais c'est hyper impressionnant. Ouais, ça peut, hein. En fait, j'ai dit à mon endocrino, j'ai dit, mais non, mais j'ai pas ça puisque j'ai pas les yeux. Et il m'a dit, mais vous avez pas mon métier, en fait. Moi, j'ai dit, mais non, mais c'est pas possible d'être malade puisque je n'ai pas les yeux exorbités. Je ne coche pas toutes les cases. Oui, exactement, j'ai dit ça. Voilà. Et en fait, du coup, en attaquant la thyroïde, on s'entraîne justement une sursécrétion d'hormones. Et c'est là où on a les symptômes que tu as très bien décrits. Donc, ça peut être des tremblements, une fatigue, parce que justement, on est toujours en hyper métabolisme. Moi, je dormais plus. Voilà. Ah ouais, carrément, tu dormais plus? Non. Voilà. Je faisais des insomnies et t'es tout le temps fatiguée parce que du coup tu rentres dans un cercle un peu vicieux. Exactement, ouais. Donc ça, pour le coup, effectivement, et ça, on n'en parle pas énormément. Donc si y a ces symptômes-là dans l'entourage ou les personnes qui écoutent aussi, faut consulter. Le plus pernicieux, c'est surtout la dépression. On n'en parle pas beaucoup, mais en fait, j'ai eu une dépression qui était liée à ma maladie et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. En fait, en voulant la traiter, je faisais de la thérapie, etc. Mais du coup, ça ne réglait pas le problème. Donc, moi, mon problème, il était aussi lié... ma dépression, elle était liée à cette fluctuation de ce flux d'hormones up down, vraiment on devient zinzin. Oui, mais ça rejoint première saison, premier épisode de Dopamine. On avait beaucoup parlé avec un docteur en santé publique dans la maladie mentale, et on disait qu'en France, mais globalement aussi dans le monde, on sépare trop le somatique de la santé mentale, et qu'en fait, par exemple, quand on fait une admission aux urgences psychiatriques d'un patient, on doit d'abord éliminer toutes les causes somatiques, être sûr qu'il a pas des troubles dans les ions qu'il a dans son sang, qu'il est pas en train de faire un AVC, tout simplement, ce genre de choses. Et pour des choses justement un peu border, où on présente une dépression, vu que des fois en plus on va voir un thérapeute psychologue, et il y a pas tout ce côté ok, mais est-ce qu'il y a pas une cause somatique en fait? Est-ce que y a Moi je suis étonnée qu'on préconise pas plus de prise de sang rapidement quand on a des suspicions de dépression, parce qu'au final ça pourrait parfois faire gagner du temps aux gens. Et peut-être que moi dans mon cas j'aurais dû le savoir plus tôt, j'aurais dû, non, mais on m'a pas trop aiguillé non plus, mais c'est vrai qu'une petite prise de sang plus tôt aurait pu détecter plus tôt la maladie, mais bon. C'est vrai qu'on oublie complètement, à quel point, les gens comprennent pas forcément ce que sont que les hormones, en fait, à quel point on en est dépendant, à quel point tout le monde, on a entendu parler, qu'est-ce que c'est une hormone, d'accord, ça va m'activer, me désactiver, peu importe. Mais une fois que t'as compris ça, t'as pas intégré l'information à quel point, non mais c'est bon, moi je gère. Non, tu gères parce que tes hormones fonctionnent. Exactement, et puis tu t'en soucies pas. C'est vraiment le dernier truc dont tu vas te soucier dans ton corps, parce que c'est censé rouler tout seul. Oui, c'est ça. T'es né avec le système. Donc et ça a toujours marché. Pourquoi ça marchera plus maintenant? Là, c'est ça aussi. Et puis on en parle. Moi à l'époque, j'y connaissais rien. Vraiment tous les termes hormones et tout, même thyroïde, je savais pas te dire à quoi ça servait. Alors ça, c'est le mal aimé. C'est la mal aimée de l'organisme. La thyroïde, tout le monde s'en fout. Non, mais c'est vrai, elle me fait de la peine. L'opération, ça s'est passé comment? Nickel.
Ok. Je vais pas glamouriser ça, mais franchement, Incroyable. Commence quand tu veux. c'était super. Bah ouais, du coup, bah non, on peut plus. Ouais. Mais non, mais en fait, ce qui est, les gens se rendent pas compte, c'est hyper courant comme opération. bah vous savez, mais moi je savais pas. Ils m'ont opéré comme ils auraient pris un goûter à 4 heures. Vraiment, c'est hyper courant et ça sera malheureusement de plus en plus courant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des maladies de la thyroïde ou des insuffisances ou des cancers même de la thyroïde, parce que moi j'ai eu la chance de pas avoir de cancer, je l'ai pas dit, mais sur l'échographie j'avais pas de nodules, mais il y a des gens qui ont des nodules et qui parfois n'ont pas leur thyroïde malade. Bon bref, peu importe. Tout ça pour dire que c'est hyper courant et que j'étais dans un service où ils faisaient que ça. Donc, ah oui, donc d'accord. Ouais, c'est pour ça que ça a déroulé très bien et tout le monde me faisait des blagues. Franchement, je suis arrivée au bloc limite. Bon bah voilà. En fait, moi, j'avais presque hâte que ça se termine. Ma famille était venue de Toulouse pour me voir. Je savais que j'allais ressortir sans et que j'allais pouvoir me reposer et que ça allait être réglé en fait. Et c'est trop fou parce que ça s'est passé hyper vite. Et j'étais déçue quand j'avais demandé le poids de ma thyroïde. À quel point je suis narcissique. Vraiment, j'avais demandé le poids pour savoir si elle était parce que j'avais quand même un petit gloître, quoi. Et non, en fait, elle était pas si grosse. Donc j'ai eu une petite déception. Ouais. D'accord. Une petite déception à la sortie de l'opération. T'aurais voulu la garder en souvenir, peut-être aussi. Ils m'ont fait la blague. Est-ce que vous voulez la garder ? Ouais. Évidemment, tu n'as pas le droit. Si vous vous posez la question. Non, je l'aurais jamais gardé, mais puis toi, t'as pas envie. Non. T'as pas envie de l'avoir chez toi. Tu t'as dit je crois que c'est une FAQ, t'as dit que t'avais eu l'impression de laisser un sac à dos au bloc opératoire. Ouais. Vraiment, littéralement. Je sais pas mieux l'illustrer que ça. Je suis arrivée avec un espèce de sac à dos bien nul, avec des parpaings à l'intérieur. J'avais vraiment l'impression d'avoir un sac à dos Mickey qu'on se trimballe depuis très longtemps, genre limite depuis qu'on est enfant, quoi, ado, et de l'avoir laissé au bloc et d'avoir dit bah merci, au revoir, c'était super. Et là, du coup, ouais, vas-y. Et rapidement, enfin, je veux dire, après l'opération, c'est arrivé ce sac à dos directement après, quelques jours, quelques semaines. Je sais que ça paraît bizarre, hein, mais déjà le lendemain donc je me suis réveillée de l'opération, ça allait, j'ai pas eu trop de complications. J'ai eu une calcémie, mais bon, ça c'est réglable. J'avais dégonflé, en fait. Je faisais tellement de rétention d'eau, j'étais tellement mal, tout mon corps était endolori, parce qu'on n'en parle pas assez, mais quand les hormones, du coup, je ne marchais plus, donc je faisais de la rétention d'eau, le sang circulait pas bien, bon, bref. Et le lendemain, déjà, j'avais un glow, quoi. Mon visage était lumineux, j'avais dégonflé, j'étais mieux, je mettais de mes mouvements. Un glow, heureusement que t'expliquais après pour moi. Ouais, mais je sais pas comment le dire, mais je brillais, quoi. J'avais bonne mine, c'était trop bizarre, alors que j'avais quand même les cheveux ternes, les ongles qui cassaient. Tu vois, tu le disais, j'étais en plein dedans. Et non, j'avais bonne mine et tout le monde me disait oh t'as bonne mine. Et tout. Je suis rentrée chez moi très vite. Voilà. Et les suites après, ça a été quoi? Moi, j'ai eu une calcémie, ça c'était pas très drôle. Ouais, une hypocalcémie. Une hypocalcémie, parce qu'on t'a enlevé les parathyroïdes aussi. Ouais. Parce que si la thyroïde est mal aimée, mais alors les parathyroïdes, c'est vraiment les petites sœurs. Je peux vous dire que si vous connaissez pas la thyroïde, vous connaissez pas les parathyroïdes. Hein. Tout à fait, les parathyroïdes qui justement régulent le flux de calcium, enfin le taux de calcium dans le sang notamment. Et donc du coup, tu as été en hypocalcémie. Et je me suis aperçue que le calcium, on en a besoin. Ah oui. Tu ne buvais pas assez de... J'avais des gros cachets je sais plus comment, de sucalfate. Ouais. Et en fait, j'avais des fourmillements tout le temps dans les pieds, dans les mains, et j'étais crevée. Ouais. Donc j'ai dû faire une grosse cure de sucalfate, et après c'est passé au bout de quelques jours. Ouais, mais je me sentais pas top. Et aujourd'hui, du coup, t'as un traitement à vie? Ouais. C'est mon petit compagnon. C'est mon petit truc à moi. C'est la petite pochette qui a remplacé le sac à dos, mais je préfère la pochette. J'ai une petite pochette maintenant et qui est beaucoup plus légère, donc c'est l'Evothyrox. Ouais. Tout le monde ne prend pas la même chose. Moi, on m'a pas trop laissé le choix, on m'a dit ce sera l'Evothyrox tel dosage. Je suis passée par plein de dosages différents. Aujourd'hui, je suis à 100. Ok. J'ai essayé moins, c'était pas fou. J'ai essayé plus, c'était pas fou. Donc visiblement, 100 pour moi, c'est bien. Peu importe le poids que je fais, parce que j'ai fluctué beaucoup, et on en parlera peut-être, parce que ça, c'est ce qui fait peur à plein de gens. Ouais. C'est la question que les gens me posent le plus, parce qu'ils ont super peur. Ouais. Moi, pour l'instant, je suis stable. C'est la première fois depuis quelques mois où je suis stable. Ok.
Et du coup, c'est un médicament que tu dois prendre à heure fixe. À heure fixe tous les matins. Ouais. Enfin, tu peux le prendre le soir si tu veux. Moi, je le prends le matin. C'est mieux. Et puis, il faut pas boire de café minimum 30 minutes après. Et ça, c'est un peu le drame de ma vie. Ah, parce que tu es. Ah, c'est un drame parce que j'adore me lever et boire un café. Donc, parfois, ce que je fais, je développe des petites techniques. Je me lève avant de me réveiller pour de vrai. Je prends mon cachet. Je vais me recoucher. Et quand je me lève, je peux boire un café. Ça, c'est un coup à avoir oublié que t'as déjà pris le cachet parce que t'étais dans ton Alors, rêve. j'ai pas encore oublié mes cachets. D'accord. Jamais. Et la double dose? Jamais. Toi, tu vas le savoir, dans la journée. Oui. Ouais. De toute façon, je pense que ça va... Ouais, non, pas encore. J'ai pas encore oublié. Parfois, il m'est arrivé d'oublier ma pochette. Auquel cas, je me suis débrouillée pour aller en pharmacie et qu'on me dépanne. Ça fait un peu peur. Ce truc d'avoir un traitement à vie et de débarquer un peu dans ce monde-là et se dire, Ouais. ah, j'ai pas ma pochette. Ouais, Ah bah, ça- qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, en plus, faut vraiment pas que tu le loupes. Bah, si tu le loupes, t'es déréglé, quoi. Oui, pour le coup, ça peut. Ouais. T'en as. À moins que tu veux parler maintenant sur la prise de poids. Parce que justement, Bah ouais. t'es parti Allons-y. dessus. Parce que tu dis Bah, que c'est pour ça. ton poids que est je disais. fluctueux. Et déjà, faut être capable de. Non, mais en vrai, c'est toujours un vrai problème. Le poids, aujourd'hui, dans la société, tout le monde parle du poids. Avec ce que ça veut dire. Mais le fait que ça fluctue, le fait que le corps qui change, forcément, et le fait que t'es quand même un métier où tu es vachement exposé, les deux liés, comment ça se passe? Je pense que le plus dur, c'était la dissonance entre « Ah, je me sens mieux, ma santé va mieux ». Et j'entreaperçois une petite lumière au bout du tunnel d'une nouvelle vie, et le fait d'être complètement déréglé hormonalement et d'avoir pris 20 kilos d'un coup. J'en ai pris 22. En combien de temps? Ouais. En 6 mois, je pense. Ok. Ça allait très très vite, mais parce que déjà j'étais vraiment pas bien réglée. Et puis aussi j'avais des mauvaises habitudes de quand j'étais en hyperthyroïdie où je pouvais littéralement manger une table et être très mince. Une table. Bah en fait comme une C'est ce que t'as brette, choisi. C'est ce que t'as choisi. une chaise. D'accord. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un métabolisme qui allait très vite, je brûlais beaucoup de calories. Donc finalement en fait d'avoir gardé ces espèces d'habitudes d'avant et de le transposer dans ma nouvelle vie, ça marchait plus. Parce que là, je stockais énormément, tout mon corps était en mode « Wow, attendez !» Donc j'ai pris très très vite du poids. Mais c'était dur parce que je me voyais prendre du poids, mais j'allais mieux mentalement, et puis voilà. Et puis je pouvais l'expliquer, voilà, c'est pas parce que les gens ils pointent souvent du doigt en disant si t'es en surpoids c'est parce que tu manges mal ou que tu fais pas assez de sport. Ça m'a saoulée. Ouais. En fait, je me disais si c'était que ça se saurait. Et du coup je me mettais moins en avant parce que j'avais peur j'avais pas envie d'expliquer que même si certaines personnes savaient que j'avais été malade, j'avais pas envie d'expliquer ce que j'étais en train de vivre parce que j'étais en train d'essayer de le comprendre aussi. Quand on prend 20 kilos d'un coup, on le voit bien, hein, on voit bien qu'on rentre plus dans... Je pense que c'est de plus rentrer dans mes culottes qui m'a fait un truc où je me suis dit, attends, elles ont rétréci au lavage. Pas du tout. Vraiment, c'était trop bizarre. C'était pas tant les vêtements, c'était les sous-vêtements. Et après, je me suis dit, ça va changer. En fait, après, je suis allée voir une diététicienne, on a repris un peu tout. J'ai doucement glissé vers un petit diabète. Un pré-diabète. Ouais, t'as commencé, je l'avais mis en question d'ailleurs. Ouais, l'endocrino qui me suivait, au bout d'un moment, a dit, oup, on va faire attention. Ok. Et parce que je sentais que là, j'avais d'autres symptômes, du coup, bref. Ouais. Je faisais de l'insulino-résistance. Ouais. Et donc, j'ai commencé à refaire du sport. En fait, il a fallu que je remette la machine en route. Ouais. J'ai l'impression que tout s'est arrêté d'un coup. Mon corps était en mode, ok, c'est bon, nous, on a tout donné pendant des années. Là, ça nous intéresse plus. Et donc, il fallait se réapproprier son corps, le traitement, refaire du sport et juste de pouvoir rebouger normalement sans être aussi essoufflé qu'avant. Ça m'a pris quelques mois. Donc après, je les ai reperdus en menant une vie normale, en faisant du sport. Et, voilà. Ouais, mais parce que toi, ça t'a au final jamais vraiment contrarié. Et je me rappelle d'une story que t'avais fait à l'époque où t'avais dit, on n'a pas reparlé dans la FAQ, donc je suis content de me souvenir de cette story parce qu'elle m'avait marqué. Elle me fait, oui, j'ai pris 20 kilos, mais j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Oui, c'est ça. C'est difficile aux gens de leur expliquer. Surtout, en fait, c'est quand je reçois des messages de gens qui ont la même maladie ou qui ont des problèmes de thyroïde et qui disent, j'ai trop peur de me faire opérer parce que j'ai trop peur de prendre du poids. Et c'était difficile pour moi des fois de leur dire, je comprends, mais
le rapport chiantise bénéfice, il est quand même non négligeable d'être en bonne santé et de se réapproprier son corps par la suite. Alors je dis pas que c'est facile. Honnêtement, c'est pas facile de prendre 22 kilos parce que mentalement ça allait, mais il y a vraiment des fois j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas à l'aise je pouvais faire mes lacets, c'était plus comme avant, genre j'étais essoufflée, plus pour les mêmes raisons. Donc bon, il y avait ce truc de non, j'ai envie d'être en forme, d'être énergique et de me réapproprier aussi mon image en fait, parce que je suis quelqu'un qui aime bouger, qui aime faire du sport, etc. Donc voilà, je pense que j'avais besoin de cette transition. Voilà, de laisser mon corps tranquille pendant un temps et ensuite, voilà, de pouvoir refaire des choses. Mais le poids, c'est presque inévitable ça fait partie du package pas pour tout le monde, mais de ce truc de la thyroïde. On est des femmes en plus. Celles qui ont des problèmes de thyroïde, c'est plus souvent des femmes. Et on est déjà sujette à cette fluctuation hormonale et je crois qu'il faut genre juste lâcher et partir avec le train, quoi. Oui, et dire que ça va être une période, mais que c'est pas définitif mais qu'à contrario, pour le coup, ce qui est définitif, c'est que tu seras mieux qu'avant. Ce qui est définitif, c'est que tu seras mieux qu'avant, mais c'est vrai que on est dans une société grossophobe, disons-le clairement, et c'est vrai que surtout quand t'es créateur de contenu, tu dois te justifier de pourquoi t'as pris du poids, et ça m'embêtait parce que c'est pas juste en fait qu'on est à se justifier, etc. Dans la première saison, on avait reçu un de nos copains qui s'appelle Gary et qui lui a fait une sleeve. Pour le coup, il est en obésité morbide, etc. Et il disait que socialement, il avait vu la différence entre avant et après, alors qu'il était déjà très bien. Enfin, il est infirmier anesthésiste aussi. Il était très connu dans le milieu professionnel et tout, mais que ça a changé socialement. La reconnaissance sociale a complètement changé. Je veux bien le croire. Et moi, j'avais beaucoup de commentaires de gens qui me disaient que j'étais plus jolie avant. Et c'est leur avis en fait. Mais c'est bien que tu aies ce recul là parce que ça aurait pu être des flèches qui te touchent en plein cœur, quoi. Ce genre de commentaires, oui, bah ça fait toujours ça fait pas du bien, mais j'étais avec quelqu'un qui m'aimait et qui m'a aimé avec moins 20 kilos, plus 20 kilos. En fait, du coup, je me posais pas tant la question. Oui. C'était plus moi comment je me voyais. Ça, c'est plus une image de soi. Du coup, si tu dois conclure la chire, tu conseilles, enfin, si tu dois dire quelque chose à quelqu'un qui a peur aujourd'hui, tu vois, ou à toi, juste avant la chire, tu dirais quoi? Je pense que c'est normal d'avoir peur parce que c'est une sacrée étape. C'est pas rien de se faire opérer, c'est pas rien de se dire qu'on a une maladie, mais par contre, encore une fois, le pire, c'est de pas avoir de solution. Et je me suis sentie hyper chanceuse de me dire, ok, je peux choisir, je peux décider si j'ai envie de me faire opérer ou pas. Parce que j'aurais pu continuer sans on aurait pu essayer autre chose, mais je pense que ça aurait mal fini. Donc, c'est normal d'avoir peur, mais il faut voir plus loin et s'appuyer sur les expériences de gens qui sont passés par là pour se dire qu'on peut mieux vivre en traversant tout ça. Mais il faut voir à long terme, il faut voir la petite lumière au bout du tunnel, parce que c'est une petite étape à passer, mais si vous n'êtes pas seul et que vous êtes prêt à vous faire confiance, ça va aller. Mais il faut... Comme tu disais, il y a plus de bénéfices que de chiantises. Il y a beaucoup plus de bénéfices. Oui, c'est ça. Mais c'est important de le dire. C'est pour ça qu'on voulait aussi que toi, tu le conseilles. C'est toi qui l'as vécu. Nous, on a un côté professionnel de santé. On peut délivrer des conseils et tout ça. Je pense que c'est important d'avoir le message de la personne qui l'a vécu. Il y a plein de gens qui veulent pas se faire opérer. Et dans ce cas-là, moi, je respecte totalement. Oui, aussi, comme nous. Ils ont leur raison. Tout à fait. Tout à fait. On n'a pas envie d'avoir un organe en moins. Moi, je comprends. Même si c'est un organe mal aimé et qu'on ne connaît pas. Ouais. Bichette, encore. Et tout le monde n'a pas besoin de passer au bloc. Oui, c'est ça. C'est important ça aussi, bien sûr. Et tant mieux si vous pouvez ne pas y aller. Pour le dernier thème, tu lances la roue, je t'en prie. Est-ce que tu sais sur quoi on va tomber? Oui, là on sait, mais c'est juste pour l'animation. Ils sont voyants. Ah là là, l'objet. Ah là là, quelle surprise. On l'a pas en physique? On le dit juste? Si. Attends. Il est là. Hop, je vais le mettre. En plus, c'est bien pour le... Qu'est-ce que ça t'évoque comme période? L'EHPAD? Non, c'est vrai. J'ai rien dit. C'est pas du tout ça. Pardon, le Covid? Oui, le Covid. Est-ce que vous êtes les gens qui disent le Covid ou la Covid? Nous, on est... T'as choisi le truc, les Covid. C'est vrai. Mais comment vous savez tout ça? On a enquêté sur toi. Nous, on bosse nos sujets. Elle dit les Covid. Ouais. Non, mais fanboy, mais je suis donc... les gens disent la Covid, le Covid. Je dis, les Covid, voilà. Tu veux pas faire le fanboy? Moi, je lui ai dit que je l'ai suivi depuis le début. Ouais,
Ouais, tu sais beaucoup plus de choses que ce que je n'en sais, je pense. Promis, on se renseigne sur tous les invités pareil. Il n'y a pas Il n'y a pas de favoritisme. Non, mais justement, alors pour le coup, je te suivais déjà à l'époque du Covid et t'avais fait des stories. Comment t'as vécu le Covid? C'était un peu particulier pour toi? Tu veux que je me la pète? Alors, je vais me la péter. Ma mère a été une des premières à avoir le Covid et à être hospitalisée. Mais ça, t'en as parlé très peu, t'en as parlé en story, mais... Je le dis avec le sourire maintenant parce qu'elle va bien, sinon j'en parlerais pas comme ça. En fait, on était... Les dernières projections du documentaire Dogs of Chernobyl, c'était juste avant le couvre-feu, le confinement. Et je pense qu'on a créé sans le savoir, des petits clusters, quoi. Ouais. À aller au cinéma, à aller dans des salles... Enfin, je dis nous, tout le monde, en fait, les événements qui se sont produits avant vraiment le couvre-feu et le confinement. Et ma mère a attrapé le Covid, je pense, soit à cette projection-là qui était à Toulouse, soit à un concert, elle est allée à un concert. Et donc pendant 15 jours, elle a été très malade. Et au moment où on était tous confinés, et il n'y avait pas encore de tests antigéniques, il y avait des petits chapiteaux où on pouvait aller, mais c'était vraiment lunaire encore, c'était au tout début. Ouais, bah oui. Et elle avait de la fièvre, enfin vraiment, elle était pas bien. Et tout le monde disait non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, alors que c'était quand même le truc numéro 1 dont on parlait en boucle sur toutes les chaînes. Et puis il se trouve qu'elle a été en détresse respiratoire, donc elle a été hospitalisée à Toulouse et elle était une des premières patientes. Donc ils rentraient dans sa chambre avec les combis de la lune là, ils étaient vraiment. Je me souviens de ça. C'était les tout débuts et elle a été prise en charge, elle a été sous assistance respiratoire et l'équipe a été super et tout, mais elle a un peu essuyé les plâtres. De cette période. Donc moi j'ai très mal vécu le tout premier confinement parce que en plus j'étais à Toulouse, j'étais à Paris, elle était à Toulouse, je pouvais pas aller la voir et d'ailleurs elle avait pas le droit aux visites. Donc, c'était super. Mais la première, bon, on reparlera de la première vague, mais oui, non, ça a été c'était trop catastrophique. bien, vraiment. Mais les nickel. médecins étaient super, enfin vraiment. Et puis c'était dur parce qu'il y avait 2 écoles. Il y avait ceux qui étaient un peu théorie du complot, qui disaient ok, on peut le soigner avec de la zithromycine, de la chloroquine. Et on peut la soigner avec la chloroquine. Demande au médecin de lui donner de la chloroquine et tout. Et moi, j'étais en mode, bah non, je laisse les médecins faire leur job. Des fois, ils étaient au téléphone pour me donner des nouvelles. Et avec ma famille et avec mes frères, on se disait, bon, bah non, on leur fait confiance, c'est eux qui décident. Donc, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de vaccin à cette époque-là. Ça me paraît fou. Et puis après, elle est sortie des soins intensifs et après, elle allait mieux, mais elle est restée, je pense, en tout 15 jours, un truc comme ça. D'accord. Et après, elle est rentrée. Et je pense qu'elle a eu des petites séquelles quand même neurologiques et tout, hein. Des trucs où elle a l'impression d'avoir oublié plein de choses, de pas trop avoir retrouvé son souffle. Elle était en réanimation? Ouais. Ouais, c'est un classique de la réanimation. Ouais, je pense qu'il y a plein de trucs où on savait pas trop les répercussions sur du vraiment long terme. Donc voilà, premier confinement pas ouf. Et ensuite, ça allait mieux. Et ensuite, je suis tombée malade. Donc, c'était super. Tu l'as eu aussi, du coup? Non, moi, j'ai eu mon diagnostic de base d'eau dans cette période-là. Ah oui, donc l'enchaînement était pas tel, quoi. Bah, écoute, tu sais, c'était une période où c'était tellement lunaire qu'on était là foutu pour foutu. C'est le moment de le faire, c'est ça. Et justement, t'as parlé d'un truc qui est intéressant et qui nous tient particulièrement à cœur avec Louis, c'est le débunkage des fake news, etc. Comment, justement, ça m'intéresse toujours de poser cette question, comment, en tant que grand public, justement, vous avez fait la part des choses entre Raoult. Si le sujet t'intéresse, il y a un super documentaire. Ça m'intéresse. C'est lequel? Le mien. Ah non, c'est un mini-reportage. C'est un mini-reportage sur 40 minutes. Sur comment, en fait, justement, il est passé de un professeur renommé dans le monde entier à complotiste. Alors, ça m'intéresse parce que... mais avec grand plaisir. L'autopromo, elle était parfaite. Parce que forcément que c'était un vrai sujet. Raoult, c'est vrai, j'en ai jamais parlé. Raoult était un vrai sujet dans nos vies, dans notre quotidien, parce qu'il y avait énormément de reportages sur lui, etc. Et dans ma sphère proche, parce qu'il y avait dans mon couple, on n'était pas d'accord. Ah, ok. Parce que je pense que mon partenaire à l'époque avait tellement envie que ma mère aille mieux, qu'il y avait ce truc de il faut tout essayer. Et lui, pour m'aider, je pense qu'il est tombé un peu dans cette théorie du complot, entre guillemets, de chercher des solutions à tout prix. Donc je sais que c'est venu d'une bonne intention,
moi, je suis pas tombée là-dedans parce que j'étais trop à me dire je fais confiance peut-être à tort, hein, je pense que j'ai eu raison, de laisser faire les médecins et que c'est eux qui, même si on n'y connaissait rien à l'époque, hein, maintenant que je me dis ça, mais on naviguait tous à vue, mais je me suis dit bon bah voilà, on va pas tester, on va pas être cobaye quoi. Donc voilà, ça a été dur de pas tomber dans, et puis même pour le vaccin, c'est vrai que moi, j'ai pas hésité une seconde à me faire vacciner, alors qu'on me disait ouais, avec ta thyroïde et tout, ça va être encore plus compliqué et tout. Je me suis jamais trop posé la question. C'est marrant dans la démarche de voir. Alors sur le coup, ça doit pas être marrant, mais d'avoir dans le couple les deux côtés. Ouais. Et je trouve ça vachement intéressant. Alors après, il y a différents arguments, mais d'avoir les personnes qui sont à fond pour, les personnes qui sont à fond contre, alors qu'au final, globalement, il y avait des milliers de spécialistes dans le monde qui savaient pas, mais nous, on savait. On avait professeur Raoult. Et à la fois, donc, au-delà des complotistes extrêmes qui, bon, voilà. Mais tu vois, ça partait d'une bonne volonté. En bien fait. sûr. Ils voulaient faire bien, ils voulaient dire. Effectivement, il y a rien à perdre à tester. Alors si, il y a des trucs à perdre à tester. Genre la vie. C'est là où, en fait, le bénéfice de tester sur elle était était pas assez grand, et le risque était trop important pour que mon cerveau se dirige vers cette solution-là. Mais c'était des discussions qui étaient intéressantes, et c'était aussi parfois douloureux, parce que je sais d'où venait son envie à lui de me dire il y a des solutions qui existent, regarde, j'ai trouvé ça, et il y a plein de gens qui en parlent, et moi de rester bloquée, de me dire non, regarde les infos, pour l'instant il parle de ça, on va faire comme ça, il y a plein de gens dans son cas, et c'était dur parce que on n'était pas forcément d'accord, et qui a tort, qui a raison, on sait pas. Non, mais c'est ça, mais c'est comme les pros, voilà. Mais la seule personne on va dire, problématique dans l'histoire, c'était Didier Raoult, qui justement, parce que ça a créé, là on parle, c'est bien de le voir effectivement au sein d'un couple, mais ça a divisé la société, ça a même divisé la communauté scientifique, bien ça sûr. A influencé le gouvernement, parce que Raoult, il a influencé le gouvernement par son, j'en parle beaucoup de ça, le biais de l'autorité, la statue de professeur, ça a été terrible en termes Et il est devenu une icône aussi de cette période-là, et de pop culture entre guillemets. En plus, c'est ce que, justement, tout physiquement, il sortait des cases, il était justement la solution de dernier recours un peu pour beaucoup de gens en fait, en disant lui il a une solution et personne l'écoute. On aurait dit un personnage de film qui sortait tout droit d'un Marvel. En fait, mais c'était le moment idéal pour lui de faire un pas en avant à ce moment-là. Hein. Il est charismatique, hein. Il présente bien le truc aussi exactement. quand il parle. Et moi, je comprends tous les gens qui ont été intéressés par ce qu'il avait à dire. Je comprends 1000 fois. Mais ce qui est plus... Voilà, à ce moment-là, moi, je le comprends complètement. Aujourd'hui... Pour moi, justement, là, aujourd'hui, tu rejoins beaucoup plus le complotiste, parce que il va à contre-courant. En plus, il a été multi-condamné, pour le coup, maintenant, à ça. Donc, mais c'est toujours intéressant parce que tu l'as mal vécu parce que ta maman était hospitalisée, mais je pense que, beaucoup le disent, que la communication du gouvernement, elle a été terrible. Masque, pas masque. C'était catastrophique. Il y a pas de vaccin, d'un coup, il y a un vaccin. C'est ça aussi, parce que ça tous les jours, il y avait des nouveaux trucs. Et même plusieurs fois dans la journée. Moi, je me souviens des recommandations qui changeaient en service, hein. Le matin, on te dit, il faut absolument faire ça. Cet après-midi, finalement, on va changer. Mon seul flex ultime, c'était d'avoir un chien et de pouvoir sortir sans autorisation, quoi. Ouais, ça c'était pas mal. C'est la seule lumière dans ma vie. Non, mais après ça allait très. Enfin, je dramatise, mais les médecins, les infirmiers, le personnel des hôpitaux ont fait un travail de fou, vraiment. Pour le coup, je le redis, d'avoir été proche de gens qui travaillaient dans des hôpitaux. J'ai bien vu le délire de leur côté. Ils ont tout fait, ils ont tout donné. Et on peut pas se dire on peut pas leur enlever ça. On peut pas se dire qu'ils ont pas tout essayé. Ils ont tout essayé. Pour le coup, c'est vrai qu'on était un peu du bon côté de ce côté-là. Donc nous, on avait l'avantage. Alors on n'avait pas de chien, mais on continuait à aller travailler. Donc on avait les rues désertes. Enfin, moi, Paris, je me rappelle Paris désert. Il y a un petit côté Walking Dead quand même. Hein, il y avait. Mais c'est bien parce qu'effectivement, faire la différence entre les soignants qui donnent tout en service et effectivement après la gestion catastrophique qu'il y a eu, c'est deux choses quand même complètement différentes. Bah, ils étaient. Je dis eux, mais je vous mets vous dans la boucle. C'est cette distance entre les moyens qu'on donne au personnel soignant et tout ce qui est possiblement faisable et tout ce qu'ils ont
pu faire et dû faire, c'était horrible pour eux, je pense. Il y a eu du bricolage, quoi. Ah ouais, il y a eu il y a eu du MacGyver dans... Il y a eu Decathlon qui a fait des masques pour réanimation, par exemple. Voilà, mais je me rappelle, les masques avec le tuba. Oui, là. c'est ça, c'est pour dire. dire. Posé la question de savoir est-ce qu'on peut ventiler 2 personnes sur une même machine. Vous avez testé, oui, non, mais enfin, il y a eu alors le problème, et ça, bien évidemment, on en a moins parlé côté grand public parce que mais en fait, la toute première vague du Covid, vu qu'on le connaissait pas, en fait, il y a des prises en charge. Il y a eu d'ailleurs beaucoup plus de décès à la première vague par mes mauvaises prises en charge parce qu'on savait pas gérer parce qu'il y avait des dispositifs qu'on n'utilisait pas parce qu'en fait, on avait peur d'aérosoliser le virus. Et du coup, on avait peur de contaminer les soignants. Et du coup, s'il y avait plus de soignants. Et en fait, on s'est rendu compte que ce dispositif-là, déjà, aérosolisait pas. Et c'est ça qui permettait de sauver les lunettes à haute concentration. Et donc, voilà, on se rend compte que la première vague... C'est normal. Tout le monde a navigué à vue. Et moi, j'en veux pas du tout. Le fait que ma mère ait essuyé un peu les plâtres, je sais que les soignants ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient et les infos qu'ils avaient, en fait. Et puis, elle va bien aujourd'hui. Donc, bon, c'est ça. Si les choses étaient différentes, peut-être que j'en parlerais autrement, mais oui. Bon. Aujourd'hui, elle va bien. Elle va bien. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On va conclure. Ouais. Pas mal. C'était trop. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est passé vite. J'avoue qu'on n'a pas abordé un des sujets phares, mais ça faudra peut-être le coup un jour d'un autre épisode ou d'un autre format. Mais l'écologie, c'est vrai qu'on aurait bien aimé. Mais je pense que t'en parles. Mais justement, ça permet de faire la phase décisive. Merci. L'écologie vous intéresse. Je pense que t'as un des comptes qui en parle. Il y en a plein qui en parlent. Il y en a plein qui en parlent très Clément. Mais je trouve que t'as une façon différente d'aborder les choses aussi. Et qui mérite d'être vu. Donc si vous ne connaissez pas encore, on finit pas encore en dépression, même si on a appris que on avait dépassé les 1,5. C'est ça que je disais, qui était la mauvaise nouvelle. Et c'est vrai que ça donne du coup l'occasion d'en parler encore plus. Oui, tout à fait. Ouais, malheureusement. Mais voilà. Si vous ne connaissez pas encore Léa Camilleri, foncez voir son contenu. Vous passerez forcément un bon moment. Merci. Merci Léa, à vous. Vous m'avez donné un bon shoot de dopamine. On ne l'avait jamais fait. On ne l'avait jamais fait. Très joli.